Bonjour, nous sommes le vendredi 5 novembre 2021 et mon exposé s'intitulera «L'effondrement est en cours». Vous savez que sur le plan politique, il y a trois sortes de personnes. Il y a celles qui considèrent qu'il n'y a pas d'effondrement, et là-dedans on retrouve, je dirais, la droite classique essentiellement, ou alors le centre droit. Ça représente un certain nombre de personnes. Il y a les personnes qui considèrent que la seule chose qui soit intéressante, c'est de s'intéresser à ce qui l'état du monde après l'effondrement, est-ce qu'on pourra rebâtir. Ça, c'est voilà, c'est les gens qu'on appellerait, je dirais, les collapsologues. Et puis il y a une toute petite minorité qui s'intéresse à l'effondrement en cours en ce moment. Finalement, ça n'intéresse pas grand monde, puis d'abord parce qu'il y a tous ceux qui croient que ça n'a pas lieu, puis ceux qui considèrent que c'est râpé, mais que voilà, qu'il y a des lendemains qui chantent après, et très très peu d'observateurs du processus en lui-même tel qu'il a lieu en ce moment. Alors, vous avez des nouvelles récemment de l'effondrement, le G20, la COP26, c'est-à-dire bon, où il y a des pays comme l'Inde qui vous disent oui, oui, nous aurons pris des mesures extrêmement draconiennes en 2050. Voilà, tous ceux qui vous parlent de limites en 2050, je veux dire, c'est-à-dire en fait, ce sont des collapsologues, même s'ils ne le savent pas, puisqu'en réalité, à ce moment-là, tout sera véritablement râpé, on n'aura pas fait suffisamment pour que la température n'augmente pas dans des proportions tout à fait considérables, de l'ordre de 4 degrés. Et donc, quand l'Inde dit on aura pris des mesures en 2050, ça veut dire qu'en fait, ils s'en fichent. Hein, appelons les choses par leur nom. Ceux qui vous disent qu'il se passera des choses formidables avant 2030 et dont les gouvernements ne font absolument rien dans ce sens, si des grandes déclarations, mais qui sans conséquence. Bon. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il suffit de regarder un petit peu. On va regarder un peu les chiffres. Voilà, je sais qu'il y a des tas de gens qui parlent. Ils sont presque aussi nombreux que les complotistes qui vous disent qu'il ne faut pas s'intéresser aux sondages, c'est-à-dire qu'il faut attendre juste le jour de l'élection. Et là, on a une catastrophe et on dira c'est formidable, personne n'avait prévu. Alors, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut s'intéresser aux sondages. Évidemment, le sondage n'est pas une photographie de ce qu'il y aura le jour de l'élection, mais ça donne des tendances. Et les tendances, c'est intéressant de regarder les tendances. Alors, regardons, intéressons-nous à un pays au hasard, la France. Intention de vote. Monsieur Zemmour 18%, Madame Le Pen 16%, Monsieur Dupont-Aignan 2% et Monsieur Philippot 1%. Ça nous fait, on additionne ça, ça fait 37%. C'est un tiers, je vous rappelle qu'un tiers c'est 33%. C'est un très très gros tiers, 37% pour une extrême droite, vraiment une extrême droite. Bon. Une droite classique. Dans la droite classique, je vais mettre les intentions de vote pour M. Bertrand ou Mme Pécresse ou M. Barnier, mais je vais prendre, je dirais, le pourcentage le plus élevé, celui qui a le plus de chances dans l'état présent des sondages. Je ne parle pas de M. J'oublie son nom, Édouard Philippe, qui s'est pas encore manifesté, mais on ajoute Monsieur Macron et Monsieur Bertrand pour avoir la droite classique, et on a 38%, un peu plus que l'extrême droite. Et alors on regarde, si on considère que les écolos comme Monsieur Jadot, ça représente la gauche aussi, on ajoute la gauche, on a 10% pour Monsieur Mélenchon, 9% pour Monsieur Jadot, 5% pour Madame Hidalgo, 2% pour Monsieur Montebourg et 2% pour Monsieur Roussel, et puis Madame Arthaud et Monsieur Poutou, chacun 1%. Ça nous fait un total de 2 plus 2, 4, 6... 11, 20, 30. 30. Je n'ai pas fait d'erreur. 19, 24, 26, 28, 30. Bon. Donc on a des tiers. Un très très mauvais tiers, 30% pour la gauche. Un excellent tiers pour la droite, 38%, et un excellent tiers pour l'extrême droite. Bon. Je ne vais pas tout de suite additionner la droite plus l'extrême droite en intention de voter en France, mais si je le faisais, imaginons que je le fasse, ça nous ferait 65%, c'est-à-dire 2 tiers de gens qui votent à droite ou à l'extrême droite en France. Bon, alors,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand ça va mal? Je finirai avec pourquoi ça va mal. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand ça va mal? Eh bien, les pays dérivent vers des régimes autoritaires. Alors ça peut être une dérive vers des régimes autoritaires de gauche, c'est relativement rare dans l'histoire, mais enfin ça arrive. Il y a des régimes autoritaires de droite, c'est beaucoup plus courant. Et voilà, quand la population n'est pas contente, elle réclame des mesures qu'on ne prend pas d'habitude, c'est vrai, et parce qu'on considère que tout va bien, et donc voilà. Et on prend des mesures, et on a par exemple, disons qu'on est en 1939. En 1939, on a un régime fasciste en Allemagne, je vous apprends rien, et c'est pas de la médisance de ma part. On a un régime d'extrême droite fasciste en Allemagne, et on a un régime autoritaire, le communisme soviétique, en Union soviétique. Alors, qu'est-ce qu'ils font en 1939? Ah ben, ils se mettent d'accord. Ça s'appelle le pacte Ribbentrop-Molotov. Ça durera jusqu'en 1941. Bon, ça dure pas très très longtemps, 1939 et 1941, mais de manière tout à fait opportuniste en 1939 et s'opposant à un axe qui est celui de la France et de la Grande-Bretagne. Je vous rappelle que les États-Unis ne s'allieront de ce côté-là qu'après Pearl Harbor, c'est-à-dire fin 1941. On a un axe entre deux régimes autoritaires, l'un d'extrême droite, l'autre d'extrême gauche, entre l'Allemagne et l'URSS. Bon. Ça va pas durer, et on nous dit maintenant oui, ça peut pas durer, c'est normal, il y avait gauche et droite, mais pendant 2 ans, et au début de ce qui est la guerre déclenchée en fait, soyons honnêtes, déclenchée par la France et la déclaration de guerre conjointe de la Grande-Bretagne et de la France pour de bonnes raisons, contre l'Allemagne, en raison de l'envahissement de la Pologne. On a une guerre, voilà, une guerre avec beaucoup de morts, beaucoup de drames, beaucoup d'atrocités, etc. Voilà, quand ça va mal, dérive autoritaire et éventuellement des alliances entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, puisque c'est arrivé, je viens de vous dire, ça s'appelait le pacte Ribbentrop-Molotov. Alors, qu'est-ce qui conduit les pays dans leur dérive vers l'autoritarisme le plus rapidement possible? Eh bien, il y a une très bonne mesure de ça. Voilà, une très très bonne mesure. Ça ne veut pas dire que ça vous dise exactement ce qui va se passer, mais enfin bon, ça s'appelle le coefficient de Gini. C'est celui qui mesure qui mesure le mécontentement à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il mesure? En réalité, c'est la concentration de la richesse. Voilà. Alors tout le monde sait que la concentration de la richesse, c'est ce qui conduit au mécontentement dans la population. Je vous rappelle, il y a un truc qui s'appelait les Gilets jaunes, il n'y a pas tellement longtemps. Les gens se plaignaient parce qu'on se disait « Ah, on va prendre des mesures contre l'environnement, on augmente le prix du carburant et on diminue la vitesse maximum sur les routes, et donc on va prendre des bonnes mesures, voilà. Et qu'est-ce qu'on impacte en premier? Les pauvres qui habitent loin des villes et qui doivent se déplacer en automobile et qui veulent pas passer 3 heures à faire ça. Bon, alors ça c'est pas. Pourquoi est-ce qu'on pense pas à ça? Parce que on ne pense même pas qu'on a une société en altère avec 2 grosses boules. Les gens qui voient rien, ils voient pas qu'il y a un problème parce que tout va bien pour eux. Et puis à l'autre bout, tous ceux qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, et ceux-là, ils sont pratiquement invisibles à ceux qui sont en haut. Voilà, c'est un truc classique. Alors, voilà. On fait pas attention à ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mécontentement monte. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on mesure que le mécontentement monte? On fait un indice de concentration de la richesse dans la population. Ça vous montre que, voilà, plus le chiffre est élevé, plus il y a un certain nombre de gens qui sont délaissés pour compte. Mais il y a des gens très très riches aussi, qui peuvent alimenter l'industrie de luxe, qui peut être même, je dirais, le fleuron d'un pays, comme c'est le cas de la France. L'ennui, c'est que que toute l'économie n'est plus que du commerce de luxe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, n'ont droit à absolument rien et qui finiront par ne pas être contents.
Alors, est-ce qu'ils choisiront entre l'extrême droite ou l'extrême gauche? Bah, ça, bah, je dirais, c'est presque à pile ou face, en fait. Regardez aux États-Unis, tous les laissés pour compte, ils votent pour l'extrême droite, ils ont alimenté le Trumpisme. Et la concentration de la richesse aux États-Unis, elle date pas de 2016. L'élection de Trump est un truc qui était en train de se dessiner. Et quand vous regardez la polarisation dans les votes aux États-Unis, bah, c'est très clair depuis les années 80. Vous avez le parti des nantis qui est de gauche, c'est le parti démocrate, et puis vous avez le parti des laissés pour compte, plus voilà quelques gros oligarques qui sont du côté de l'extrême droite. Et puis tout à coup on s'aperçoit que un des partis principaux du pays, ben, c'est un parti qui est entièrement fasciste. Et aux États-Unis on tombe des nues en disant comment se fait-il qu'on a le deuxième grand parti en intention de vote, comment se fait-il que ce soit maintenant un parti fasciste? Eh ben voilà, le mécontentement de la population. Quand la population se fâche, on s'en prend pas aux oligarques, ils sont invisibles, on s'en prend aux minorités. Voilà, on dit c'est les minorités, c'est les ceci, c'est les cela, c'est eux qui sont responsables. Hein, c'est les gitans en premier rang. Puis on met les juifs, puis on met voilà tous les autres minorités qu'on n'aime pas trop, qui ont des religions autoritaires qui font qu'on fonce un peu les sourcils, parce que nous ça fait longtemps qu'on n'a plus des guerres de religion, hein, c'est au moins depuis le XVIIe siècle. Donc on a même oublié qu'on avait ça, qu'on s'était entièrement massacré les uns les autres chez nous. Voilà. Alors quand les autres le font, on dit qu'est-ce que c'est que ces gens-là ça n'a aucun rapport avec nous. Si, ça a un rapport avec nous, mais il y a quelques centaines d'années, ce qui est en termes de génération, ça fait quoi? Ça fait 7-8 générations, c'est pas énorme. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est alors? Concentration de la richesse, puisque c'est le baromètre de l'effondrement. Alors, je commence par le bas. Un des pays où la concentration de la richesse est la plus faible, hein, c'est un pays de grande tradition bourgeoise, mais et conservatrice, mais c'est un pays qui est arrivé à maintenir, qui est parmi une poignée d'une demi-douzaine de pays où la concentration de richesse est très très mince en réalité et très admirable. La Belgique, 27,7. Bon. Alors quand on monte un peu, on arrive à 31,7% pour l'Allemagne, 32,5% pour la Suisse, 32,7% pour la France. On monte petit à petit, on arrive à 33,2% pour le Royaume-Uni. Et là donc on a donc on a l'Union européenne plus un pays qui vient de sortir de l'Union européenne qui est le Royaume-Uni. Alors, maintenant, on arrive dans les chiffres assez solides. La Russie, 37,7. Les États-Unis, 41,5. Là, on est vraiment dans la concentration de la richesse solide. Bon, il y a encore des pays d'Amérique latine, il y a encore quelques pays comme l'Afrique du Sud qui arrivent à dépasser ces chiffres. 41,5 pour les États-Unis et 42,2 pour la Chine. Bon, alors, quelle est la différence entre tous ces pays? Il y a ceux qui sont arrivés à maintenir une certaine satisfaction dans la population, encore que la population, bien entendu, n'est pas homogène, et que dans un pays régional de manière traditionnelle, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on parle et le français et le flamand en Belgique, et que les situations ne sont pas exactement les mêmes, qu'on a encore beaucoup plus de gauche en Wallonie qu'en Flandre, où on est quand même toujours depuis un certain temps dans la droite ou l'extrême droite. Mais enfin voilà, bon, il y a un pays où on est arrivé à maintenir un certain équilibre dans la population au point de vue création de la concentration de la richesse. Alors il y a des pays qui sont dans la zone moyenne où on trouve en fait donc le Royaume-Uni, France, Suisse, Allemagne, une concentration de la richesse, mais pas extraordinaire, probablement trop quand même. Et puis des pays où c'est très très concentré comme la Chine et les États-Unis. Alors la différence entre la Chine et les États-Unis, c'est que d'abord ce qui la rassemble, c'est que une grande partie de la population considère qu'il y a un scandale, qu'il faut un impôt sur les grosses fortunes, c'est le cas aux États-Unis, où des mesures sont vraiment prises depuis quelque temps, peut-être pas depuis des dizaines d'années, mais enfin depuis, je dirais, 2 ou 3 ans. En Chine, on essaye de renverser la vapeur. Bon. Aux États-Unis, on dit
quand on va renverser la vapeur, et puis on n'a pas les majorités qu'il faut pour les... C'est le cas de M. Biden qui fait, voilà, il a vraiment une politique de gauche, voire même d'extrême gauche au moment où il est nommé, et alors on rencontre l'effet de cliquet qui existe aussi parfaitement dans la communauté européenne, en Belgique. Qu'est-ce que c'est? C'est ce principe que tout le monde a admis, parce qu'on n'avait pas vu comment ça marchait véritablement, c'est que pour des mesures qui sont des mesures simplement techniques, de petites variations sur le même, on peut faire passer ça avec des majorités simples, de voilà, 50, quelque chose %, ça suffit. Et que pour des mesures partisanes, il faut des majorités de l'ordre de 2/3. On a ça au niveau européen, on a ça aux États-Unis, ça s'appelle le filibuster. Voilà. Donc, ça veut dire que pour faire passer une mesure de gauche, il faut 2/3 de la population soit d'accord, et pour faire passer une mesure de droite, il suffit d'une majorité. Alors, je suis passé, vous avez entendu, je suis passé de technique à partisan, droite et gauche. Et oui. Pourquoi? Parce que les systèmes conservateurs sont parvenus à imposer que rendre le système encore plus conservateur, c'est considéré comme une mesure purement technique. C'est de l'ordre du raisonnable, c'est du rationnel. D'ailleurs, on a créé de toutes pièces une science économique qui vous dit que le raisonnable, c'est de garder les choses comme elles sont, et qui est arrivée, cette science économique raisonnable, c'est celle qui, au tournant du 19e ou du 20e siècle, a éliminé entièrement des livres de sciences économiques. C'est messieurs Gide et Rist qui vont attirer l'attention là-dessus en 1909. Si vous voyez un livre de sciences économiques où on vous dit qu'il n'y a plus un seul chapitre, pas même une ligne sur la distribution de la propriété privée, ici il n'est pas fait mention même du fait qu'il y a peut-être des intérêts divergents à l'intérieur d'une population, là vous êtes dans la science économique, vous êtes dans le dur. Si vous dites que la propriété privée c'est un truc un peu problématique quand même, parce que, ne serait-ce que parce que ça facilite la concentration de la richesse, si vous dites qu'en fait il y a peut-être quand même de la lutte des classes dans les populations, à moins que vous ayez un truc qui vous permet d'expliquer les gilets jaunes entièrement en dehors d'une logique de lutte des classes, si vous dites ça, vous êtes partisan, parce que vous remettez en cause l'état de fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez une majorité de gauche, elle peut rien faire passer, ou alors elle se rallie mollement aux idées de droite, en disant que voilà, c'est vrai que finalement que les idées de droite, c'est des idées purement techniques, c'est la raison qui vous oblige à faire ça. Et voilà pourquoi on est coincé dans des pays où toutes les mesures qu'on peut prendre pour empêcher la concentration de la richesse, comme des impôts sur les grosses fortunes, tout ça c'est derrière nous, comme disait le monsieur qui, j'oublie son nom, là, mais qui se trouvait avec monsieur Ruffin, essayer d'examiner le cas, voilà, des gens qu'on traite très très mal, qui n'arrivent pas à vivre du travail qu'ils font dans nos pays. L'impôt sur les grandes fortunes, c'est derrière nous. Qu'est-ce qui vient quand on s'occupe pas de ça? Il vient le fascisme, messieurs, dames, ou alors le communisme de type soviétique, c'est au choix, c'est ce que vous préférez. Et vous le savez bien, si les bourgeoisies, voilà, les gens très riches n'ont pas une sympathie particulière pour des régimes comme de type communisme soviétique, ils n'ont jamais manifesté un dégoût trop manifeste pour les dictatures d'extrême droite. C'est un mauvais moment à passer, du moment que ça n'empêche pas le business. Parfois ça dérape un petit peu, mais bon, on peut s'en accommoder le temps nécessaire, voilà, le temps que les gens se calment. Un peu de fascisme, pendant que les gens se calment, c'est pas la mort. Il y a des gens qui me regardent et qui vont se dire, non, je précise, hein, parfois je manie l'ironie de manière un peu vive, et je préconise ni la concentration de la richesse, ni le fascisme, ni même le communisme soviétique. Bon. Qu'un pays comme la Chine, en ce moment, a décidé que le problème principal du pays, c'était la concentration de la richesse, c'est une bonne chose.
Alors, il y a d'autres pays où on a, voilà, mais la Chine est à 42,2 de Gini, c'est une chose à faire. Il faudrait que les pays soient comme, voilà, il y a la Belgique, la Norvège, l'Islande sont dans un petit peloton de pays qui sont arrivés à maintenir une concentration de la richesse raisonnable. C'est vers ça qu'il faut aller. Et dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, il faudrait essayer de faire baisser ça. Là, bien entendu, a fortiori pour les États-Unis qui sont dans du 41,5. Mais il n'est pas bon que dans un pays comme la France, on dise que la concentration de la richesse, c'est pas un vrai problème et que des impôts sur les grandes fortunes, c'est certainement pas le genre de choses qu'il faut envisager ici, bien entendu, et d'urgence, parce que la marée monte, parce que quand dans un pays comme la France, quand on voit qu'on a une extrême droite qui représente 37% des intentions de vote, plus une droite qui fait 38%, et que donc en droite plus extrême droite, c'est-à-dire des gens qui finalement peuvent bien s'arranger quand c'est nécessaire. Vous voyez l'Allemagne nazie, 65%, pratiquement 2 tiers de la population. Il reste, soyons logiques, il reste rien qu'une poussière de gens qui sont prêts à voter à gauche. Alors, est-ce que ça veut dire que l'effondrement est en cours? Bien entendu, quand les gens vous disent on va prendre des mesures et en 2030 on sera déjà bien avancé, non, c'est trop tard. Quand les calculs qui sont faits maintenant, c'est que c'est 4%, pardon, 4 degrés ou 6%, ou 6 degrés à la fin du siècle, c'est râpé, c'est terminé. Il y aura plus d'êtres humains. C'est pas qu'ils seront tous morts de chaud, il en restera quelques-uns, mais ceux qui seront pas morts de chaud seront en train de s'auto-massacrer, et avec les armes que nous avons maintenant, c'est vite fait, c'est une question de minutes, hein, on peut se débarrasser, excusez-moi, du plus gros de la population humaine maintenant en quelques minutes. Il suffit de lancer les bombes, et avec des bombes nucléaires hypersoniques, ce sera plus en termes de minutes, ce sera en termes de secondes, hein, qu'on pourra vraiment tout faire sauter. Bon. Alors, Monsieur Lovelock, qui avait lancé l'idée de Gaïa, Monsieur Lovelock a dit l'autre jour, c'est quoi, avant-hier, il a dit vous inquiétez pas pour la Terre, elle aura sans doute le bon goût de nous éliminer entièrement avant qu'elle soit complètement cuite. Alors, vous voyez, j'ai le blog le plus optimiste du monde occidental, et donc, voilà, je trouve que la position de Monsieur Lovelock était excellente. C'est vrai, il est bien possible que la Terre se sauve en nous éliminant en quelques minutes ou en quelques secondes. On verra si ça fait une vraie différence à l'arrivée. Bon, si je souris, c'est un rire nerveux, bien entendu, je le précise pour certains qui pourraient ne pas avoir compris la gravité de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Voilà, allez, à bientôt.